effets psychologiques d'une crise sur les chefs d'entreprise. Et l'objectif de cette présentation serait donc d'échanger avec vous sur quelques mécanismes de résilience que peuvent développer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise en contexte de crise. Parce qu'il faudrait comprendre aussi, comme il a dit, que le monde de l'entreprise, le monde de l'activité professionnelle est traversé par un certain nombre de risques, par une série de risques. Alors, sans être expert en gestion de risques, on constate qu'il y a des risques opérationnels qui sont liés à la gestion de l'activité, il y a les risques financiers, comptables, il y a les risques de régulation par rapport à l'événement de l'entreprise, ce qui est parfois un risque qui est pas tout, mais il y a aussi ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et dans les propos objectifs de notre affaire, il a été effectivement demandé certaines qui relèvent de l'emploi des risques psychosociaux. Alors, autour de ces risques, nous avons des questions différentes qui traversent l'entreprise et impactent d'une part sur la régulation de l'entreprise, mais aussi sur la performance des acteurs qui sont au sein de ces entreprises, que ce soit les entreprises, les entreprises, que ce soit les collaborateurs. À côté aussi des violences, il y a les phénomènes auxquels nous sommes régulièrement exposés. Je peux parler du stress qui constitue un des risques les plus patents, un des risques majeurs auxquels le milieu de l'entreprise est confronté. À côté du stress, il y a ce qu'on pourrait appeler aussi son pendant. Son pendant qui est beaucoup plus dramatique, c'est le burn-out, qui constitue également un risque psychosocial qui contribue à fragiliser l'entreprise par le biais des acteurs qui la traversent. Donc c'est autour de ces aspects-là que nous pouvons théoriser sous le vocable risque psychosocial que nous allons échanger. Et la plupart du temps, ces risques sont parfois des risques internes, donc liés au fonctionnement de l'entreprise, mais aussi ils peuvent être des risques externes. Et l'exemple aujourd'hui du contexte dans lequel nous sommes nous invite à croire que les risques externes ont aussi des implications sur les risques internes. Parce que c'est des risques qui contribuent à agréger des réactions psycho-émotionnelles qui peuvent être perçues sous l'angle du traumatisme parfois, du stress, du burn-out, mais aussi du doute et de l'échec entre guillemets. L'exemple de la Covid est là pour nous rappeler que les facteurs sociaux, environnementaux et économiques influent donc, constituent donc des agrégats qui influent sur la convergence interne et externe des entreprises. Donc on va essayer de travailler autour de ces questions sans aller dans le développement de profondeur. Alors l'objectif pour moi, c'est d'échanger avec vous sur ces questions et de vous amener à comprendre déjà les enjeux d'une meilleure gestion de ces risques psychosociaux, mais aussi à travailler autour de feedback, d'échange, d'expérience. Parce qu'en réalité, ce genre d'activité est utile parce que c'est une activité qui nous aide à échanger des mécanismes, des stratégies autour de nous pour pouvoir créer ce que j'appelle une émulation positive. Alors, donc autour de ces enjeux, nous allons aborder donc le contenu à travers donc, juste 3 parties. Effectivement, à la suite de l'introduction, nous allons évoquer les causes internes de la crise, de la défaillance. Parce que les aspects qu'on a évoqués, ces facteurs de risque entraînent au niveau des entreprises une situation de crise. Laquelle situation peut être constitutive à une défaillance ou bien peut entraîner une défaillance. Donc je reviendrai rapidement sur les notions de crise et de défaillance dans la partie introductive pour nous permettre de camper, je dirais, le décor. À la suite donc de cela, nous allons mettre l'accent sur les implications psycho-émotionnelles de la crise. C'est-à-dire, en cas de crise, en cas de blocage, avec tout cela peut engendrer comme conséquence, qu'est-ce que le chef d'entreprise, qu'est-ce que l'entrepreneur vit et subit du fait de ces contingences environnementales qui peuvent être aussi internes comme externes.
et terminer avec la question de la gestion de ces facteurs-là, sur l'enjeu de l'état d'esprit dans la gestion des crises. Parce que souvent on vous dira que l'échec, c'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Et pour travailler autour de ces questions, il est important donc de revenir sur l'enjeu d'un état d'esprit positif dans l'activation d'un processus de résilience. Alors, sans plus tarder donc, on va aborder juste la partie introductive avec quelques définitions de la notion de crise, mais aussi de la notion de défaillance, qui souvent est consécutive à un phénomène de crise. Alors, c'est bien de clarifier les choses parce que je pense que depuis 2-3 jours, on parle de crise. Nous allons parler de crise économique. Il y en a qui vont parler de crise financière. Il y a aussi qui vont aborder d'autres types de crises et d'autres stratégies d'adaptation en contexte de crise. Alors, mais nous, quand on aborde la question de la crise, la notion de crise, on l'aborde en fait sous l'angle d'un état de crispation et de perturbation entraînant l'accroissement des incertitudes, mais également des phénomènes de blocage dus à la survenue d'événements non souhaités. Donc, quand on parle de crise, on est dans une situation de crispation du point de vue psychologique, du point de vue mental, du point de vue social, qui entraîne en fait une certaine incertitude, c'est-à-dire qui entraîne le doute, qui entraîne l'hésitation et qui peuvent être à l'origine de phénomènes de blocage. Quand on parle de blocage dans la gestion d'une entreprise, on évoque souvent des questions liées par exemple à la faillite ou des questions liées aux pertes de revenus. Alors donc cette situation donc de crispation et de perturbation peut être liée parfois à des facteurs internes au niveau de l'entreprise, mais aussi elle peut être liée à des facteurs externes. Alors la plupart du temps, la crise génère en fait ce qu'on appelle une défaillance. Au niveau de l'entreprise, donc, quand on parle de défaillance, on est beaucoup plus sous l'angle d'une analyse de l'incapacité d'une entreprise à faire face à ses obligations financières. Alors, on est plus ou moins dans une situation où l'entreprise ne parvient pas donc à atteindre ce qu'on appelle un niveau d'autosuffisance opérationnelle. Elle a des recettes, ou bien elle a peu de recettes, et que la plupart du temps, les recettes ne peuvent pas atteindre le niveau de dépenses. Et si on s'inscrit dans cette logique, dans la durée, on tombe en fait dans la défaillance, dans l'incapacité à honorer ses obligations financières, et donc dans la faillite. Alors, ce qu'on doit comprendre à travers cela, c'est qu'il y a toujours une implication de la crise dans la santé de l'organisation qui est l'entreprise. Et cette santé de l'entreprise impacte aussi sur la santé du chef de projet, de l'entrepreneur. Et la plupart du temps, en fait, ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas, c'est que si on est dans une organisation, dans une entreprise, et qu'en période de crise, de blocage, de perturbation, entraînant parfois le phénomène de la défaillance, et que ceux qui pâtissent le plus souvent de ces situations de crise sont les chefs d'entreprise ou les propriétaires des entreprises, parce que les salariés ou les collaborateurs peuvent aller trouver ailleurs. Ils peuvent, effectivement, sur la base des compétences et de l'expérience qu'ils ont acquis, aller vendre leur savoir à d'autres entrepreneurs, à d'autres chefs d'entreprise, à d'autres porteurs de projets qui peuvent avoir la possibilité de les recruter, car n'étant pas confrontés à ces moments de défaillance, de faillite ou de crise. Donc c'est pourquoi l'enjeu important, le plus important donc, c'est de développer chez les chefs d'entreprise cette capacité à rebondir après choc. Donc c'est la résilience. Alors ce choc traumatique, parce qu'il y a des implications du point de vue émotionnel, du point de vue comportemental, mais aussi du point de vue cognitif, dans notre manière de penser et de réagir à ces situations. Donc cette implication devrait donc permettre à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, de comprendre que au-delà de l'entreprise, au-delà de son investissement financier et de son temps, il y a aussi un investissement psychologique assez fort qu'il faudrait protéger et préserver, ou bien qu'il faudrait développer à réagir dans un contexte de crise. Alors, j'aimerais aussi parler un peu des facteurs internes
des crises. Pourquoi des facteurs internes? Parce que on a échangé autour des enjeux ou des risques auxquels les entreprises sont confrontées. Et en abordant ces risques, on a évoqué effectivement les risques internes et les risques externes. La plupart du temps, les risques externes sont liés aux contingences externes, au contexte et à l'environnement externe. Souvent, on n'a pas un niveau de maîtrise important sur ces risques parce qu'on n'est pas à un niveau qui nous permet d'anticiper sur ces risques. Mais au plan interne, quand même, il y a des risques qui peuvent parfois engendrer des défaillances, laquelle est constitutive souvent à un état de crispation qui renvoie donc à la crise. Et souvent, parmi les motifs ou les causes et les facteurs d'une défaillance au plan interne, en tout cas, il y a la mauvaise gestion financière. Ce n'est pas pour rien que dans un processus de coaching entrepreneurial, les gens travaillent autour de la gestion, de la mise en place d'outils de gestion financière, et comptable, pour permettre aux entrepreneurs d'avoir ce qu'on appelle une gestion saine et transparente. Il y a aussi l'absence d'agilité qui souvent induit une crise parce que l'entreprise étant dans une position de structure figée et qui a du mal à s'adapter face à des contextes externes. L'exemple de la crise de Covid est là pour nous rappeler par exemple que les entreprises qui ont su s'adapter en promouvant par exemple la vente en ligne ou bien en développant des stratégies marketing adaptées au contexte et aux situations ont pu être résilientes, contrairement à celles qui sont restées statiques parce qu'elles n'étant pas dans une logique d'agilité ou de développement en fait, de cette capacité d'adaptation. Une stratégie qui n'est pas adaptée au contexte de la cible, elle devient inefficace et on sait aujourd'hui que les sources de revenus proviennent de la vente des produits et services. Et quand la stratégie consistant à vendre ces produits et services n'est pas adaptée, n'est pas efficace, parfois on s'engouffre dans une crise qui nous met donc dans un statu quo lié à la défaillance. Alors, parmi les facteurs aussi, il y a l'incompréhension du marché cible, un facteur qui pourrait impliquer aussi la stratégie marketing, dans la mesure où l'étude de marché nous permet donc de comprendre déjà les préférences des clients, mais aussi de comprendre leurs besoins et d'identifier ce qu'on pourrait appeler notre marché cible. Et souvent, on est tellement pressé à développer notre projet et qu'on ne s'inscrit pas dans une logique de feedback. On peut démarrer effectivement un projet, mais quand on le démarre, on s'inscrit donc dans une logique de feedback consistant à améliorer plus ou moins notre stratégie, à s'ajuster grâce à ce qu'on peut appeler une approche de minimum viable. À côté de ça, il y a aussi l'absence de stratégie d'entreprise, c'est-à-dire le modèle économique parfois, il n'est pas testé ou bien il n'est pas cohérent. Quand on parle de modèle économique, on est beaucoup plus dans la capacité ou bien dans la manière de créer de la valeur ajoutée. Et souvent, ce modèle économique ne se rapporte pas seulement à la création de revenus pour l'entrepreneur, mais aux activités consistant à développer une valeur sociale autour de l'activité qu'on met en œuvre pour nous permettre de tester ou de prouver une utilité sociale et environnementale. Il y a aussi d'autres aspects liés à la fiabilité des collaborateurs, d'où l'intérêt, en choisissant des collaborateurs, que ce soit les employés ou les salariés, que ce soit les fournisseurs ou des partenaires, il faudrait quand même s'inscrire dans une logique qui nous aide à être dans une collaboration fructueuse et efficace. Mais tout cela en fait se résume autour de la gestion des risques. Parce que ce soit au niveau des risques liés à l'aspect commercial, que ce soit des risques liés à l'aspect opérationnel, à l'aspect environnemental interne de l'entreprise de manière globale, une bonne stratégie de gestion des risques permet donc d'anticiper sur de probables événements imprévus, en tout cas inattendus ou bien pas souhaités, et que cela constitue donc un moteur d'adaptabilité ou d'adaptation dans un contexte donc de crise, pour permettre à l'entrepreneur déjà d'anticiper sur la crise, mais aussi d'être là, debout, dans un contexte de crise. Alors, donc, j'aimerais juste provoquer les participants, parce que je pense que jusqu'à là, je suis le seul à parler, et j'aimerais juste échanger avec vous sur quelques aspects qui vont nous permettre aussi d'échanger. Je disais au début qu'il est important, dans ce genre d'activité, que les participants s'inscrivent dans une logique d'émulation, que chacun puisse partager ses ressources et ses stratégies avec les autres. Et pour vous inviter à le faire,
J'aimerais juste vous poser une question. Alors, la question... agrandir, juste la première. Oui, première part. Oui, c'est bon comme ça. Oui. Alors donc, l'idée ici, parce que la plupart du temps aussi, on est confronté à des situations d'échec, à des situations de crise, qui nous mettent dans un processus de doute, dans une situation d'échec. Je reviendrai sur l'échec, mais je souhaiterais en fait vous amener à réfléchir ou bien à partager avec nous vos attitudes et vos manières de faire dans une situation d'échec. Comprenez par échec le fait de ne pas atteindre un résultat escompté, ou bien le fait de ne pas réaliser un objectif fixé. Alors lorsque vous échouez, je mets échec en guillemets parce que j'ai une idée fixe, une opinion par rapport à la notion d'échec. C'est pourquoi je mets ça entre guillemets, mais je souhaiterais en fait qu'on essaie de répondre à la question en comprenant donc déjà que par échec, nous souhaitons parler du fait de parvenir à un résultat qui n'est pas souhaité. Lorsque donc vous parvenez à la suite d'une activité, d'un projet, d'une activité à un résultat non souhaité, comment vous vous percevez d'habitude? Quelles sont les pensées que vous avez à votre égard? En cas d'échec, comment vous vous percevez d'habitude? Comment vous réagissez du point de vue donc cognitif sur vous-même? Quels sont les types de pensées que vous développez sur vous-même? La deuxième question, est-ce que ces pensées vous sont souvent utiles? Et la troisième question va nous permettre de revenir sur la notion d'échec. Que pensez-vous de l'échec? Alors, je souhaiterais qu'on fasse un tour de table pour que chacun puisse répondre aux questions posées, ou bien que quelques participants puissent répondre aux questions posées. En étant donc dans une logique de réflexion sur nous, et dans un contexte d'échec, comment nous réagissons? Et pour être clair, comment nous pensons notre situation d'échec? Quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes? Et la deuxième question donc serait de répondre, ou bien de dire, est-ce que ce regard que nous portons sur nous-mêmes nous est utile et nous permet en fait d'avancer et d'évoluer? Et enfin, la troisième question va nous permettre de s'inscrire dans un débat autour de la question d'échec. Et lequel débat est articulé autour de la question, que pensez-vous de l'échec? Alors donc, je vous invite à réfléchir et à partager avec nous vos expériences autour de l'échec et de la manière de réagir dans un contexte d'échec. Alors l'idée serait pour nous de partager en fait un vécu. Parce que je le dis souvent, quand on est un groupe, chacun a un vécu, chacun a une expérience. Et ce vécu et cette expérience constituent des leviers sur lesquels la personne pourrait s'appuyer pour avancer, mais aussi constituent en fait des leviers que d'autres personnes pourraient développer en s'inspirant de l'exemple d'une personne qui a voulu partager avec nous son expérience. C'est pourquoi je vous invite donc à partager l'expérience, parce que ce partage-là sera utile pour nous, mais également il sera utile pour vous. Question pour voir un peu ce qui n'a pas marché, ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait et ce que j'aurais dû faire. Je me pose ces questions-là. Par exemple, si c'est dans une relation entre deux personnes, la plupart du temps, tu le sais avant l'échec. Parce que la plupart du temps, quand tu es avec quelqu'un, avant même que l'échec n'arrive ou bien la séparation, la personne te fait des remarques. La personne te fait des remarques, la plupart du temps, tu ne les prends pas en compte. Et c'est ce qui amène à l'échec. De même dans une entreprise ou bien dans un business que tu fais, il y a toujours, parce que la plupart du temps tu travailles avec des personnes. C'est l'entêtement qui fait que tu échoues la plupart du temps. Maintenant quand tu es seul, parce qu'une personne, elle peut être entêtée et autres, mais à chaque fois personne n'est fou, hein, parce que quand tu t'assois seul, tu sais très bien les vérités qu'on t'a dit, tu le sais. Donc moi je me pose des questions pour dire que voilà, j'aurais dû
prendre en compte la remarque que cette personne-là m'a fait, donc pour éviter ça. Donc, ce sont toutes ces questions-là que je me pose et après, je me prépare à rebondir à nouveau parce que je regrette pratiquement jamais ce que j'ai fait. Hein. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, moi, c'est est-ce que ces pensées vous sont utiles? Oui, c'est utile parce que moi, je ne fais jamais la même bêtise deux fois. Je ne fais jamais la même bêtise. Je fais des bêtises, hein. Excusez-moi du terme. Je fais des bêtises. Mais je ne répète pas la même bêtise deux fois. Si je fais une bêtise cette fois-ci, la prochaine fois, ce sera une autre bêtise. Et pas la même. Bonjour. 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 Moi, c'est Mademoiselle Pulchérie Moye-Ege. Je vais d'abord répondre, je vais respecter. D'abord, la première question. Quelles sont les pensées que j'ai à mon égard? J'ai une habitude où chaque jour, chaque soir, je me pose la question si est-ce que dans ma journée, est-ce que j'ai eu à réaliser des choses positives ou négatives? Est-ce que j'ai bien parlé aux gens? Comment est-ce que je me suis comportée envers les autres? Donc, ce sont des choses que je me pose chaque nuit avant de fermer l'œil. Chaque nuit, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Est-ce que pendant la journée, les objectifs que j'ai eu à fixer, j'ai atteint les objectifs ou pas? Ça devient comme si une coutume chez moi. Je suis comme ça. Donc, ce sont mes habitudes. Et chaque fois que je me vois moi-même, est-ce que, plus chérie, c'est que tu es en train de penser, si aujourd'hui on donne une parole à quelqu'un, de penser de toi, envers toi, est-ce que ça sera la même chose? Parce que j'espère que tu n'es pas en train de penser seulement positivement te concernant. Il faudrait que tu vois aussi le côté négatif. Et je fais tout pour poser cette question. Si je n'arrive pas à trouver la réponse, je viens vers une personne, je pose le problème et tirer d'abord la réponse de la personne pour voir si je suis sur la bonne ligne. Et souvent, ces pensées sont utiles. Pourquoi? Parce que c'est mieux que tu te mets aussi, tu te poses la question, est-ce que je me comporte de la bonne manière envers les autres pour voir? C'est quelque chose que je me trouve vraiment utile de le faire chaque jour. Alors, désolé, hein, je vais parler très fort. Alors, bon, je ne vais pas me présenter, je pense que la plupart me connaissent déjà. Moi, c'est Cotijos pour notre orateur du jour. Alors, comment je me sens quand je perds, enfin, quand j'échoue face à des projets? Alors, premièrement, déjà, je suis très enthousiaste quand je commence un projet. Je suis très dans une posture d'assurance que je ne peux pas échouer. Enfin, je prends le temps d'étudier, de faire le tour. Du coup, j'ai toujours cette pensée quand je vais dans un projet que ça va bien se finir. Alors, quand j'échoue, alors là, d'habitude, je me sens très mal et déçu. Hein. Je pense que c'est la plus grande étape pour moi dans l'échec, quand je passe le cap de surmonter la situation. Je me sens très mal et déçu. Mais après, la deuxième question vient automatiquement. Comment je me perçois d'habitude? Maintenant, qu'est-ce que je pense de moi? Alors, je ne vais pas me répéter parce que je pense qu'Antoine a déjà dit ce qui se passe dans ma tête. Mais la seule chose que je pourrais rajouter, c'est pourquoi, dans toutes mes précautions, je n'ai pas pris ça en compte? Est-ce une raison de formation, d'information, ou est-ce que je ne me suis pas bien entouré? Alors, j'essaie de trouver le pourquoi je n'ai pas pris ça en compte. Pourquoi ça m'a échappé dans toutes mes analyses avant de commencer le projet. Et effectivement, je réponds déjà à la deuxième question. Oui, toutes ces questions que je me pose me sont souvent très utiles. Très utiles. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport aux deux questions de la première partie du tableau. Voilà. Maintenant la troisième question, Super. Alors bonjour, je suis Chris Osivi. Je me tâcherai rapidement de répondre de manière smart aux questions qui m'ont été posées. Comment vous percevez d'habitude? Alors, je me perçois comme un stratège, ayant toujours la mentalité de gagnant, de vainqueur. Je conditionne mon état d'esprit
vers la conquête. Ayant toujours comme pensée marcher la tête haute et vivre tous les jours les défis. Il y a souvent une énigme que je raconte aux gens, l'énigme du lion. Le lion. Imaginez qu'un lion rentre dans cette salle et qu'on ferme tout. Qui va sortir? Comment? Ah, l'attaquer. Et en l'attaquant, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Il vous bouffe. Il dira merci à Dieu pour la nourriture. Et je dis aux gens, voyez les situations que vous vivez comme étant ce lion-là. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à combattre le lion vous bouffe. Si vous n'arrivez pas à combattre la situation, c'est la situation qui vous range. Donc c'est ce que j'ai toujours dans ma tête. On dit, si tu penses que tu ne peux pas avancer, brûle le chemin du retour. Et quand on brûle le chemin du retour, il n'y a rien. On se sent obligé d'avancer. Oui, dans les bonnes comme dans les mauvaises situations, pour moi, c'est toujours un style de vie d'avoir une pensée positive. Voilà, je pense que je peux me limiter là. Merci. Je m'appelle Sonko, mais on m'appelle Basse-Fleur. Je bosse dans l'environnement. Donc, c'est un métier noble, non seulement, aussi c'est un métier que tu sais, bon, ça impressionne les gens. Donc, moi, mon pensée sur la première question, donc, c'est par exemple, j'ai beaucoup de pensées. C'est d'abord, tout d'abord, c'est comment faire pour réussir, hein, d'imposer mon domaine ici dans la région. Car non seulement nous avons trouvé la verdure naturellement, et aussi j'aimerais bien aussi vraiment qu'on puisse le gérer et non, pourquoi pas augmenter la beauté de la Casamance, la verdure surtout, l'augmenter et je pense que je ferai tout de ma possibilité pour vraiment renforcer la verdure de la Casamance. C'est ça mon objectif. Donc quand je suis vraiment, j'essaie de trouver toute ma possibilité de me remettre, car comme je suis seul, j'essaierai de rester calme et avoir, j'aurai besoin tout le temps des gens autour de moi pour que je puisse m'épanouir, surtout en jouant avec mes enfants. Donc voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Moi, c'est Ramatoulaye Goudiaby. Et moi, ce que je peux dire de l'échec, moi, par exemple, quand je suis dans une situation, j'ai l'air abattue. Je me sens grave abattue et je peux rester toute la journée sans parler avec qui que ce soit. Je préfère m'isoler, m'enfermer, parce que ça me fait mal au cœur. C'est ce qui me dit. Je sens le stress grave. Parce que je n'aime pas échouer. Et cela me fatigue grave. Et en ce qui concerne les pensées un découragement, je me décourage carrément. Ça est dans mes habitudes. Et pourquoi vous vous découragez? Qu'est-ce que vous pensez de vous pour aller à se décourager? Parce que c'est pas normal. Parce que je me dis que c'est pas normal d'échouer. Parce que peut-être si je faisais il y a quelque chose qui manque en moi que je n'ai pas fait pour que je puisse arriver à ce que je veux. Voilà. Donc vous vous remettez en cause? Vous vous remettez en cause? Oui, je me remets en cause à chaque fois. Et est-ce que parfois ça vous est utile? Est-ce que parfois ça vous est utile de se remettre en cause? Ça m'inclut que de me remettre en cause. Est-ce que c'est utile après? Tu te rends compte que c'est utile ou bien c'est... Oui, c'est utile. Parfois, après, parfois, je peux, avec des débats comme ça, avec des amis qui donnent parfois des conseils, j'arrive à vous ressaisir. À me ressaisir, oui. Vous pouvez garder le micro, je pense que c'est important. Alors, si j'essaie de résumer
Touba la bëggoon laaj quoi merci. Dans le programme. Je suis très content et satisfait. Je suis Arthur Nantelamio, cofondateur de GoPhare et en charge de toutes les questions informatiques et innovation technologique. Alors, en fait, ce salon a pour initiative la Covid 2020 que nous avons connue. En fait, durant cette Covid, nous avons été marqués par le fait que beaucoup d'entreprises avaient dû fermer boutique, évidemment dû à la pandémie. Et donc ce salon vient dans un premier temps pour renforcer les capacités des entreprises à pouvoir survivre en temps de crise, développer de la résilience, mais aussi apprendre les bonnes manières de faire pour bien gérer ses ressources financières, bien gérer évidemment son personnel, bien gérer ses clients et aussi développer son image de marque. Alors, cette fois-ci, c'était la 3e édition. Nous avons commencé par le volet digital sur les 2 premières éditions. Et sur celle-ci, nous avons porté un focus sur la capacité, en fait, de pouvoir rebondir après une crise, c'est-à-dire quel est le thème. Et durant ces 3 thèmes, nous avons abordé plusieurs aspects durant ces 3 derniers jours. La famille, la place de la famille dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, il est facile de penser que famille et entrepreneuriat ne font pas bon ménage, mais en fait, ceux qui réussissent sont généralement ceux qui ont pu trouver cet équilibre. On a parlé en fait du choix des collaborateurs, comment pouvoir en fait reconstituer une équipe même après une crise. On a parlé en fait de la connaissance fiscale, comment en fait maîtriser la fiscalité du pays dans lequel nous exerçons et quels sont les recours qui existent en fait quand nous passons par une crise afin que nous puissions nous relever. Et aussi enfin sur le volet juridique, quels sont les différents conseils, quelles sont les recommandations à mettre en place ou à mettre en pratique pour sortir évidemment d'un tas de crises. Et après, au-delà de ça, évidemment, nous avons abordé l'aspect assez important qui est l'aspect financier et développer des techniques et des astuces pour pouvoir sortir de la dette. Donc voilà un peu ce que nous avons eu à faire durant ces 3 jours. Bonjour à tous, moi c'est Anisa Nantelamio. Ah ouais. Au fait, le mot qui me revient là, c'est juste résilience, persévérance en fait. Parce qu'on a vu vraiment en théorie et en pratique ces 2 mots, résilience et persévérance. Voilà, c'est ça qui résume cet événement. Oui, évidemment, comme je le disais, résilience et persévérance, c'était vraiment un parcours de combattant. Jusqu'à la veille, jusqu'à ce jour même, il y a eu beaucoup de difficultés, mais voilà, on n'est pas de ceux qui se laissent faire ou bien qui abandonnent. On est de ceux qui, quand il y a les difficultés, on trouve les solutions parce qu'il n'y a pas de problème où on ne peut pas trouver de solution. Voilà, donc c'était pas évident de rassembler des entrepreneurs, c'était pas évident aussi de rassembler des partenaires et tout ça, mais on l'a fait, on y est arrivé et vraiment on rend grâce à Dieu, pour ce qui nous a accompagnés depuis le début jusqu'à présent. Ils étaient emballés, beaucoup ont aimé ce projet-là.
mais après, à la dernière minute, beaucoup ont eu beaucoup de contretemps et ils n'ont pas pu se rendre. Voilà, quand je parle d'autorité de la région, je parle du gouverneur, je parle de maire et tout ça. Mais on rend grâce parce qu'on a reçu la présence quand même du FONGIP, de la DGID, et c'est pour nous ça nous a fait du bien de savoir qu'ils étaient présents à côté de nous. Voilà, donc c'est vrai qu'on aurait aimé voir les autorités de la région pour accueillir tout ce bon monde qui sont venus voir les potentialités de la région. Mais bon, ce n'est que partie remise, chacun a son agenda, son emploi du temps et tout. Et on espère vraiment pour les prochaines fois qu'ils seront présents en fait. Voilà, pour encourager cette initiative, pour encourager les jeunes de la région, pour qu'ils sentent que vraiment, oui, ils sont là, ils se soucient d'eux, ils se soucient de leur développement, de leur avancée, etc. Oui, le conseil que je peux donner et que j'aime souvent donner aux jeunes entrepreneurs, c'est déjà de ne pas arrêter de se former. Je peux dire beaucoup d'autres choses, mais avec la formation, pour moi, ça résume au fait tout. Parce que le parcours d'un entrepreneur, ce n'est pas facile au fait. Et on a besoin d'avoir des temps où on se ressource, où on apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres, sur notre business. Et tous les jeunes entrepreneurs qui m'entendent aujourd'hui, ce que je peux leur dire vraiment, n'arrêtez pas de vous former. Prenez, même si c'est des formations sur YouTube, sur LinkedIn, partout, trouvez des formations et des moments où vous prenez une pause pour vous restaurer, parce que c'est ça qui va vous aider à persévérer, c'est ça qui va vous aider à forger votre mindset, c'est ça qui va vous aider à traverser certaines embûches et à pouvoir aller vers le succès. Voilà, c'est vraiment le mot que je peux dire. Il y a beaucoup d'autres choses autour, mais la formation résume au fait tout. Formez-vous, voilà, et vous allez y arriver.